Bonjour, je suis Patrick de F6AWY. Nous allons essayer de faire la description de ce récepteur à réaction à tube, ainsi que de l'émetteur qui me sert associé, de façon associée, en CW, QRP, à tube également, à un seul tube. Donc ça c'est la réplique au niveau schéma du paracète de la résistance, valise de la résistance. Et ça, ma foi, c'est pas tout à fait le même schéma, mais ça revient à peu près au même. Ça, c'est un schéma qui a été inventé en 1912 par Edwin Howard Armstrong. Donc là, c'est pas du tout une querelle d'anciens et de modernes. Ça n'empêche pas les SDR, qui sont des choses tout à fait intéressantes aussi, mais j'ai voulu voir si on pouvait confronter le matériel inventé en 1912, réalisé ici avec des composants des années 30-40, au trafic d'aujourd'hui, et ma foi il semble que oui. Voilà, donc là je me suis calé sur une station qui effectue une activation. On est dimanche matin. Léger QRM. Donc ça c'est le gain HF. Mais ça va s'arranger. Donc en attendant, on pourrait parcourir la bande. Alors là, je ne suis pas démultiplié du tout. Alors je vais tirer sur le bouton, c'est un wireless. Voilà. Là, donc la bande 7 mégas le dimanche matin. De mettre l'ampli avec cette petite antenne. C'est néanmoins très sympathique. Donc le gain HF permet d'injecter le minimum de signal pour avoir la meilleure qualité BF. Et de circuler pour l'endure. Ça contactait quand même de temps en temps. Mais bon, faut pas trop le bousculer la Méjac. C'est quand faut pas que ça aille trop vite le matin et assez lentement le soir, je pense. Voilà. Il n'a pas changé. Il part en deux. Donc c'est très clair et très sensible. Ça y est, il y a le cadre 15, vous arrivez 59. 59. Donc, un autre QSO français. Tout à fait dans le haut de la bande. Donc, je vais revenir du côté de l'activation pour pouvoir comparer avec trois récepteurs, avec deux autres récepteurs. Donc le passage de l'un à l'autre des récepteurs se fait par cet inverseur à 8 positions là, de chez Edkit, enfin 6 ou 8, je ne sais plus, et l'antenne est la même pour tous, c'est-à-dire un long fil d'une quarantaine de mètres, le transmatch qui est une seule faroulette avec 2 CV, et puis il y a au bout de l'antenne là-haut, il y a un balloon 9 sur 1 sur un Thor Fox Tango 140-43. C'est le 87. Ici 730. Récepteur à réaction. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Joseph. À bientôt. Bye bye. Récepteur à réaction. HB9. Ici 730. Transceiver en bois. Alors là je vais très lentement, si j'appuie dessus, voilà, maintenant je suis très rapide, je retire dessus et là je suis très lent, et on va bien trouver de la CW qui se promène là-dessus.
Et on obtient une note assez pure. Hein. Alors ça c'est la limite, 7040. Hein. C'est là où on a du numérique ou je ne sais trop quoi. Hein. La télégraphie se trouve juste en dessous. Hein. Bon, alors nous allons passer à la description un petit peu plus technique de ce récepteur. Donc tout d'abord le schéma que je vous présente et que vous pourrez recopier ou photocopier. Voilà. Alors le cœur du récepteur, le récepteur même par lui-même, c'est cette partie-là qui pourrait tout à fait fonctionner toute seule. C'est-à-dire qu'on a le tube oscillateur détecteur ici, avec le circuit oscillant qui permet de sélectionner la bande et les fréquences et tout ça, la réaction là, l'antenne, enfin l'énergie d'antenne qui arrive par là, et donc si cette BF ici est reliée à un casque haute impédance, genre 2000 ohms post-galène, eh bien ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'aller sur un ampli sur haut-parleur. Et de la même façon, on peut relier l'antenne directement par une petite capa ajustable sur le point chaud de la bobine ici, là, ou garder un enroulement de couplage comme ça. Alors, le problème, dans le cas de l'antenne reliée quasiment directement, là, c'est un problème de stabilité. Donc on a tous plus ou moins construit, quand on avait 15 ans, ces récepteurs à réaction, mais c'était de la modulation d'amplitude, et c'était assez simple hein, à détecter et donc à écouter, mais là avec la BLU, la SSB c'est un peu plus pointu et il faut vraiment tout soigner beaucoup. Hein. Alors les parties en bleu là sont les parties à câbler court et rigide. Hein. Voilà, ça c'est très important. L'ampli HF, alors ampli, il ne porte que le nom d'ampli, mais ça, il n'amplifie pas en réalité, il a un gain de 1 dans le meilleur des cas. Il a donc un potentiomètre dans sa cathode, sur lequel arrive au niveau du curseur le signal d'antenne, donc c'est le gain HF qui se trouve là, voilà, gain HF. Et la grille étant à la masse directement, l'écran étant polarisé normalement avec sa résistance de 100 000 ohms, là sur la haute tension qui est de 250 volts. La plaque traverse un enroulement, un petit enroulement hein, qui permet de transmettre l'énergie de l'antenne au circuit oscillant. Alors cet étage-là a donc deux avantages. Le premier, c'est d'éviter que ce dispositif, ce récepteur rayonne directement dans l'antenne, hein, parce que c'est un oscillateur. Autrement dit, si on relie l'antenne là, d'accord, ça fonctionne, mais on est en train de rayonner par la même occasion, hein, sur la même fréquence que celle que l'on écoute. C'est quand même pas terrible. Alors là, ce tube donc coupe tout rayonnement de l'antenne vers l'extérieur, et ensuite fait en sorte qu'il n'y ait aucune action sur ces éléments là qui sont la clé de la stabilité et de la détection assez précise de la BLU. Le réglage de gain se fait par là, le réglage d'accord se fait par un CV qui lui est fixe et tout, et ça n'est pas sollicité mécaniquement, on s'en approche pas, on n'y touche pas. Donc c'est pour ça qu'on peut le câbler court et rigide, et c'est monté sur un support, au départ un support de tube, hein. Donc j'ai cassé des tubes HS, un support octal, et puis j'ai eu la chance de pouvoir acheter à F3 LG, il y a très longtemps, des mandrins filetés, vous voyez, du carton fileté, de 30 mm de diamètre. Donc là j'ai dû limer un petit peu l'ébonite, hein, ou la bakélite, je ne sais pas exactement, je crois que c'est de l'ébonite, pour pouvoir enfiler ça dans le tube en carton et mettre de la colle, de l'araldite, hein. Voilà, et puis les connexions se font par l'intérieur, au travers des broches. Alors justement, je crois qu'on a tout dit. Alors autrement, oui, des petits détails d'ordre général. Les filaments sont alimentés en 6 volts continu. Donc j'ai une alim basse tension pour tous les filaments, y compris l'ABF du récepteur. Les découplages sont à ras
sont très courts, hein, à ras des culots, à la masse tout de suite. Et les tubes dont le blindage est à la borne 1, ici également, cette borne 1 est à mettre à la masse pour que l'enveloppe métallique du tube soit bien blindée. Alors ici on voit deux sèves de choc R100 en série, hein. Ça peut paraître curieux, mais dans le récepteur de marque nationale, récepteur à réaction, eh bien on voit une sève de choc de 2,5 mm environ, et une autre qui fait le double, hein, dans les 5 mm. Bon. Alors moi j'avais pas de 5 mm, mais j'ai dit bon, je vais déjà en mettre deux de 2,5 mm, hein, deux R100 comme j'en avais dans les tiroirs. Et puis voilà, mais bon, c'est très possible que ça marche aussi bien avec une seule. Alors, pour ce qui est, on va voir le détail des enroulements de cette bobine après, là. Alors, en ce qui me concerne, hein, vous pouvez trouver d'autres solutions, hein, mais en ce qui me concerne, il y a donc un CV qui lui va permettre l'étalement, enfin la lecture des fréquences assez étalées, hein, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 6.9, 7, donc là on dépasse, 7002, 7003, 7003,40 quoi. Et alors pour ce faire, j'ai commencé par la bobine 3.5 que voilà, hein, et à l'intérieur, il y a entre les bornes 5 et 6, il y a un strap pour la bobine 3.5, si bien qu'il n'y a pas de capa supplémentaire en dehors du petit ajustable. On va faire un petit tour dans le poste pour voir ça de plus près. Là, donc voilà la bobine 40 mètres, donc interchangeable, hein. Voilà le CV, et voilà le trimmer, donc la petite capa dont on va parler prochainement, là, qui permet de caler, de centrer la bande. Donc c'est une cloche 660, bien connue des postes BCL. Alors ici, il y a des capas à l'intérieur de la self qui sont collés sur les parois, pour que ça ne bouge plus, que ce soit rigide. Et ça, c'est des petits bouts de papier, parce que pour qu'elles se tiennent bien à l'extérieur, j'avais mis du sopalin, bourré de sopalin. Et après, quand j'ai démoulé, chi 3 fois, et ben, il en est resté des petits bouts, hein. Bon, alors, pourquoi il y a des capas à l'intérieur? Voilà la question. Alors, une fois que, par le nombre de spires ici, qui m'a valu de tâtonner un petit peu, puisque vous voyez qu'il y a des souillures, carrément, j'ai rajouté des spires petit à petit, hein, et de façon à ce que, avec le CV qui fait environ 10 picots, il y a deux lames fixes et une lame mobile, hein, fait environ 10 picots, et le 660 qui est là, entre le point chaud de la self et la masse, il n'y a rien d'autre. Hein, puisque là il y a un strap dans la bobine, là dans la bobine il n'y a pas de capa, puisqu'il y a donc déjà un strap, et sur 3.5 je n'ai que ça et ça qui fonctionnent. Par contre quand je passe en 7 mégas, alors là le strap n'existe pas dans la bobine, mais j'ai mis ici une capa, alors pour être en série avec le condensateur et pour pouvoir étaler la bande. Alors pour le centrage de la bande, c'est un peu du sport, hein, parce que évidemment, on pourrait mettre un trimmer pour chaque bande, hein. Ce qui fait une commutation, ce qui fait bon, des sources de peut-être d'instabilité ou je ne sais quoi. Donc oui, l'idéal ce serait d'avoir un commutateur et d'avoir ce trimmer, un pour chaque bande, et puis c'est tout. Voilà. Mais il n'y a pas que le trimmer, lui détermine l'accord central, hein, 3650 par exemple, qui se trouve à ce moment-là quasiment au milieu de l'écran. Bon, avec cette capa, c'est ce qu'on va réaliser. Après l'étalement de la bande, ça va dépendre de la valeur qui est explorée par cette capa. Alors, 10 picots sur 3.5, je me suis arrangé pour que ça couvre 300 kg, mais vous pensez bien que sur 7 mégas, et pour presque autant, enfin les 2/3, pour 200 kg, ça ne va pas aller puisque ça va en parcourir beaucoup trop, quoi. Donc il va falloir diminuer artificiellement cette valeur-là, si bien qu'on met en série cette capa pour diminuer la valeur du CV. Alors cette capa, alors pendant que j'y pense, hein, j'ai aussi mis une capa en parallèle sur la self ici, là. Mais on va détailler ça un petit peu plus après, hein, pour centrer la bande, par rapport au trimmer auquel je ne touche plus. Une fois que je l'ai réglé sur 3.5, je n'y touche plus.
Donc après, il faut que je m'amuse avec ces éléments-là pour centrer ma bande. Bon, ça prend quelques heures, mais on y arrive. Hein. Alors là, pour la capa en série, si par exemple 39 picots c'est trop peu et 47 c'est trop, et bien entre les deux, il n'y a pas de valeur tellement normalisée. Autrement dit, on va jouer sur l'effet de 2 capas en série. On va jouer sur... Et là, on aura une démultiplication de la valeur équivalente de C1 en mettant plutôt 2 capas en série et on va pouvoir quasiment obtenir toute la gamme des valeurs comprises entre deux valeurs normalisées, par exemple 39 et 47. Hein. On va pouvoir obtenir 40 facilement, ou ce qu'on veut, en mettant un assortiment de 2 capas en série ici. Voilà. Alors autrement le reste, ça c'est commun. Bon, un mégome sans picot qui va à la grille, c'est classique. Hein. Donc on va regarder, je pense qu'on a tout dit à ce niveau-là. On va regarder les selfs par elles-mêmes. À la construction mécanique de ces selfs. Donc vous voyez là, ce sont les chiffres qui correspondent aux broches en dessous là. Donc vous voyez qu'entre la 5 et la 6, j'ai mis un strap pour la bande 3.5 et que le CV va donc se retrouver. En fait le CV dans mon cas est toujours sur la bande 5. Hein. Là, qu'on soit en 3 méga 5 ou qu'on soit en 7 méga, le CV arrive toujours sur la bande 5 du tube en dessous là. Mais dans la bande 3.5 c'est un strap, dans la bande 7 méga c'est une capa en série avec. Et en réalité il y en a deux, hein, comme je vous l'ai dit, en série pour trouver la valeur précise ici là. Alors il y en a une également qui est en parallèle sur la self, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, sur 7 méga, j'ai pas réussi à faire autrement. Donc alors, schéma électrique de ces histoires-là. Le 3.5, donc voilà, ça ce sont les bornes du support octal, hein, de la self. 3.5, directement une self. Le CV et le padding, et le trimmer, pardon, reliés entre eux, ils le sont tout le temps. Hein, et à la borne 5, strappé avec la borne 6, et voilà notre circuit oscillant pour 3.5. Pour le 7 méga, un petit peu plus compliqué. Il faut trouver une valeur en parallèle alors, avec cette self, et après pour l'étalement il faut jouer sur 2 capas série fixe, donc les 3 sont collés dans la self. Pour ça il n'y a pas mieux à mon avis que le grip dip, le bon vieux grip dip à tube, d'ailleurs celui-là hein, de chez Kit que je trimballe depuis 1970. Voilà. Alors il faut vous dire que le problème est facilité par le fait qu'on entend le récepteur à réaction sur un récepteur de trafic quelconque. Hein. On l'entend. Je vais mettre en route par exemple le lycée 730 sur 7100, enfin sur une fréquence où il n'y a rien plutôt. Voilà. Et je vais entendre le poste à réaction. Voilà. D'accord? Donc là, c'est le poste à réaction qui émet ce signal, qui est capté par un récepteur et qui m'indique 7103.8. Effectivement, je suis à 7100 plus une épaisseur d'aiguille. Voilà. Donc, à défaut de générateur de... Enfin, il faut un grip dip pour tailler les bobines, hein, quand même, pour tailler pour les valeurs de kappa et tout. Mais après, pour les affinages, eh bien, on se sert de cette propriété qui veut que le récepteur se comporte comme un petit émetteur, bien que, on l'a vu tout à l'heure, il est isolé de l'antenne. Alors, donc schéma électrique, on l'a vu pour ça. Après, pour d'autres bandes, eh ben, même problème, je pense que pour le 7 méga, hein, je n'ai pas essayé encore, mais le problème va être sûrement le même, le plus simple étant effectivement le 3.5. Alors après, on va regarder la BF, ce qu'on appelle l'audio aujourd'hui. Parce que BF, il faut se souvenir que ça veut dire basse fréquence, etc. Donc audio, c'est plus direct. Alors, deux tubes, alors toujours pareil, chauffage en courant continu, 6 volts, et pas de masse, hein, 2 fils qui vont à la lime en question sans toucher la masse. Alors tout ça pour éviter les bruits, hein, vous imaginez, les ronflements, les bruits en tout genre qui inhérents au fait que ce sont des tubes et qu'il faut les chauffer. Voilà, les transistors, c'est pas la peine.
donc pas de masse directement à l'alimentation. Alors, ce que je voulais... Ah oui, j'avais oublié de vous parler d'un truc. Attends, je vais revenir en arrière quand même sur un truc très important que j'ai passé sous silence, là, qui est la partie du tube écran, là. De l'écran de ce tube, pardon. Voilà. Alors, sur l'écran de l'oscillatrice, il y a 7,8 V en régime normal. Alors, qu'est-ce que j'appelle régime normal? C'est quand... alors, on va repartir à la base de l'alimentation de cet écran-là. Alors, à la base, j'ai pris une Zener de 90 volts parce que je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Hein. Donc, j'ai pris un peu fort comme valeur. Donc, avec les 250 volts qui sont là, 250, et une résistance qui est à définir en fonction de la Zener, hein, pour tomber dans le courant Zener. J'ai donc 90 volts ici. Alors, en position arrêt du Q-multiplieur, je vais vous expliquer après pourquoi, c'est-à-dire en position de fonctionnement quasi permanent, là, Q-multiplieur sur arrêt. À ce moment-là, j'alimente l'écran au travers d'un potard ajustable de 1 kg, là, qui se trouve donc en façade ici, et que je ne touche plus ensuite. Hein. Voilà. Et qui est entouré de résistances qui définissent le pont et qui définissent mes 7, donc on a 33K, vous voyez, 1K, 2K7 pour avoir que 7,8 V ici. Maintenant, si je mets le Q-multiplieur sur marche, donc à ce moment-là je vais tomber sur un autre, sur le même pont diviseur qui se trouve là, mais cette fois-ci c'est accessible du panneau avant en tant que commande permanente, ça. Voilà. Donc là, c'est le réglage qui est fait sur le pont diviseur, hein, correspondant à la position arrêt, et voilà pour toute la bande. Hein, donc, j'ai pas besoin de retoucher à ça. Voilà. La personne, ça fait rien. Alors quand je passe en Q-multiplieur marche, là, hop, je peux faire décrocher l'oscillateur ou accrocher l'oscillateur et faire varier sa fréquence. Donc là il décroche, et lorsqu'il est décroché, là voilà, ça y est, il est décroché, il ne souffle plus du tout. C'est sur cette position qu'on peut décoder de la M, de la modulation d'amplitude. Et pour la BLU et la CW, on le fait accrocher, donc hop, ça y est, il accroche, on l'entend. Et à partir de là, je retrouve ma station que j'avais à l'instant. Bon, voilà pour l'histoire du Q-multiplieur qui permet, en définitive, quand on est à côté du point d'accrochage, mais là il n'y a pas beaucoup de stations, quand on est autour du point d'accrochage, qui permet d'augmenter la sélectivité dans des proportions assez intéressantes, surtout en CW. Hein. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à la BF, pour terminer. Donc BF que voici. Là, bon, c'est un montage sans histoire, hein, toujours chauffé en continu, pas de masse surtout sur les filaments, hein, on va en fil double, à l'alimentation basse tension. Et les découplages sont très courts, hein, quand il y a un culot, pas un culot, mais un blindage autour du tube, il faut le mettre à la masse, donc c'est généralement la broche 1 pour les superoctales. Alors là, une petite astuce personnelle pour l'alimentation des deux LED, réception et émission. Voilà. Alors, quand je suis en réception, il y a donc une tension aux bornes de la résistance de cathode de 1500 ohms, hein, ici, là. Cette tension qui est donc de 2 volts 1, alors je précise que toutes les tensions ont été mesurées avec le Matrix MX462C, qui me sert depuis les années 70. Voilà, c'est donc en tout et pour tout comme matériel de mesure. Ici, il y a le Matrix, le grip dip dont je vous ai parlé, et un oscillo Philips 10 mégas PM3200 de 1970 également.
Voilà. Vous voyez que c'est pas la peine d'avoir un matériel de laboratoire. Alors donc je reviens à ma LED réception qui est alimentée par la tension qui est sur la cathode. Parfait. Alors quand je passe en émission, là j'envoie brutalement moins 80 volts sur la grille de commande de la préampli BF là. Et là je peux vous dire que pour bloquer ça bloque. Hein. Alors avec donc du coup puisque ce tube est bloqué, plus de courant cathode, plus de courant du tout, plus de courant plaque, plus rien. Donc cette LED va s'éteindre. Et comme j'envoie 80 volts et que j'ai mis cette LED sur le 80 volts, celle-là va s'allumer. Voilà, donc là je suis en réception, je passe en émission, hop, changement d'éclairage des diodes, voilà. Et quant au silence procuré par les 80 volts, on va trouver une station. Voilà, il n'y a pas grand monde. Hein. Bon, je passe en émission. Silence total. Hein. Hop. Moins 80, là c'est le silence. C'est radical. Bon, alors, maintenant il y a d'autres moyens hein, d'allumer de LED. Moi ça m'amusait de faire ça avec le courant cathode, là, qui existe ou qui n'existe pas. On peut faire ça avec le relais d'antenne, avec ce qu'on veut, hein, et on peut même ne pas en mettre du tout d'ailleurs. 6V6, transfo de sortie quelconque de récup de BCL, haut-parleur, jack pour le casque, qui est donc là, voilà. On va visiter cette BF, préampli, 6 SJ7 je crois, une pintode, hein, 6V6, et haut-parleur, transfo de sortie en dessous là. Alors cette capa peut vous étonner là, c'est une capa de 470 micros, 450 volts, parce que la lime dont je me sers n'est pas très performante au niveau du filtrage. Alors j'ai rajouté ça parce que j'avais la place de le mettre là, et parce que je l'avais, hein, j'avais cette capa dans les tiroirs, donc je m'en suis servi et ça m'a bien été utile. Si vous avez une alim, vous, qui est correcte, vous n'en aurez pas besoin, donc c'est particulier à mon cas, ça. Ici, je ne vous ai pas présenté, c'est le potentiomètre de gain HF, hein, donc qui est dans la cathode du tube d'entrée. Hein. Ça, c'est une des deux National R100 qui sont en série dont je vous ai parlé. Donc il y en a une dessus, une dessous, parce que là c'est un circuit imprimé, enfin c'est du verre époxy, vous voyez, avec des petites entretoises, et le câblage est donc en dessous. Hein. Voilà, il y a deux platines en verre époxy. Ça c'était au cas où j'ai besoin d'un tube supplémentaire. Hein, voilà. Donc en fait j'ai pas eu besoin. Alors le dessous, on va essayer de le retourner. C'est toujours amusant de voir le dessous des choses. Vous voyez que j'ai fait donc deux ouvertures dans le bois, de façon à pouvoir câbler mes trucs là, mes petites affaires. Voilà, le câblage là-dessous. Des masses partout pour... plus il y en a, mieux c'est. Hein. Ben non, là il n'y en a pas autour, tiens. Voilà donc pour la constitution. En fait c'est une improvisation, hein. Tout ça a été... fait au fur et à mesure. J'ai commencé par la planche, après j'ai dit tiens, elle fait la dimension, j'ai trouvé un bout d'alu, j'ai pris 2 bouts de circuit imprimé, enfin ça s'est fait comme ça par étapes. Hein. Bon, bah, je pense que cette fois je n'ai rien oublié, et nous allons pouvoir passer à la description de l'émetteur. A tout de suite. Alors on va décrire maintenant ce petit émetteur. Qui piole un tout petit peu, mais enfin ça c'est pas très grave, donc et qui sort effectivement « 6 watts sur l'échelle 10 avec un TOS de 1 sur 1, voilà, par le transmatch que voici en dessous, hein, une self à roulette et 2 CV. Hein. L'antenne étant un long fil. Alors, le schéma, une 6V6, une self sur le même modèle un petit peu que celle du récepteur à réaction, hein, 30 mm,
environ, 18 tours environ. CV, alors là j'ai fait pareil que la valise, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis à la masse, je l'ai vraiment mis aux bornes pour vraiment ne rien perdre du tout, aux bornes de la self, au niveau coefficient de qualité. Donc sur le CV on trouve la haute tension, hein, donc il est complètement isolé par du plexiglas, que voilà. Hein. L'autre par contre est à la masse, puisque c'est l'adaptation d'antenne, c'est le couplage d'antenne. Alors, chose curieuse et vraiment amusante, ce sont ces deux ampoules, mais on va en parler après. D'abord le quartz, moi j'ai mis un FT243, hein, j'étais pas très sûr que ça fonctionne parce que sur les valises c'est pas ça qu'on voit, mais bon en fait c'est bel et bien un 70006 de FT243, voilà. Le manip ici dans la cathode, je crois que j'ai dû mettre un découplage quand même, non il y en a un là, peut-être j'en ai mis un là, je sais plus. L'écran classique, hein, résistance. Alors j'ai mis ce galvanomètre qui n'est pas du tout indispensable, hein. Dans les valises il n'y en a pas, et on arrive avec 350 volts sur la plaque. Alors je me suis amusé à mettre ce galva parce que je voulais voir un petit peu vous voyez, je voulais voir un petit peu l'action des deux CV là sur le courant plaque. Donc là je l'ai shunté pour 50 milli, donc je suis à 40 milli là de courant plaque, voilà. Alors ce qui est très, très amusant, c'est ces deux ampoules là, c'est vraiment un jouet merveilleux parce que les résistants qui étaient parachutés, enfin ceux qui devaient se servir de cet appareil ensuite, n'étaient pas du tout électroniciens, ni radio, ni quoi que ce soit. Alors il suffisait, je vais faire un tune, hein. Voilà, donc là je suis en tune, il suffisait pour eux que les deux ampoules soient éclairées de la même façon en se servant des deux CV. Par exemple si je tourne celui-là, là, carrément j'éteins le quartz, hop, là le quartz fonctionne, on l'entend, mais j'ai pas d'éclairage ici, là, donc ça va pas. Alors je reviens à l'éclairage normal, voilà. Si je joue là-dessus maintenant, pareil, je diminue tout, là je diminue tout en même temps, mais en sortie il ne doit plus rester grand chose. Là, il n'y a plus que 1 watt, 5. Donc alors en fait, si ça crée une différence quand même d'allumage, mais disons qu'on va chercher le maximum, hein, bien sûr, voilà. Et après avec ça, on va faire en sorte d'avoir la même chose, vous voyez. On peut arriver à un déséquilibre total, allumer l'une, allumer l'autre, et si elles sont allumées toutes les deux pareilles, pardon, voilà. Voilà, là j'ai l'éclairage identique. J'ai mes 30-40 milli, 35 milli de courant. Et mes 6 watts ici, là. Voilà. Alors là je suis en tune, j'enlève le tune. Là je suis en émission, j'enlève l'émission. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ici j'ai un petit relais de HW32 pour émission-réception. Quoi d'autre à signaler? Cette cape au goudron là qui peut vous étonner, mais qui était neuve, hein, je l'ai montée moi neuve, hein, elle n'avait jamais servi. Donc les deux CV ici, ça c'est un redressement du 6 volts. Alors l'émetteur lui est chauffé en 6 volts alternatif, hein, 6 volts 3 alternatif. Et là je redresse le 6 volts 3 pour exciter le relais, là pour la bobine du relais. Voilà. Donc les deux antennes, enfin l'arrivée antenne, la sortie vers le récepteur. Et les diverses commutations, enfin les diverses alimentations et commutations pour le récepteur pour lui envoyer du moins 80 volts. Ce qui nous fait un petit ensemble bien sympathique. Voilà. Hein. Donc bonne réalisation, à vos fers à souder et à la prochaine.